Vous êtes sur Radio S'enchaîne. La radio qui donne la parole à ceux qui ne l'ont pas. Vous êtes en direct, chères auditrices, chers auditeurs de Radio S'enchaîne. Nous nous retrouvons pour notre émission Vincianisme, 7e épisode. Vous êtes donc sur Radio S'enchaîne, la radio qui laisse la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas, en compagnie de Vince Fasciani à l'antenne et Jean-Luc Ardite à la technique. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un dictionnaire un peu spécial qui mérite toute notre attention. Il s'intitule Dictionnaire du temps présent. C'est organisé par Christian Godin et Yves-Charles Zarka. Il a 648 pages et publié en mai de cette année 2022. Hop là, ça tourne les pages. Notre temps est marqué par les bouleversements, sans doute les plus importants que l'humanité ait jamais connus. Et cela dans tous les domaines, les sciences, les techniques, l'environnement, la société, la morale et les mœurs, l'économie, la politique, le droit, etc. Or, nous pouvons prendre la mesure de ce qui est en train de se passer par le seul biais des modifications linguistiques, à la fois terminologiques et sémantiques. Certains mots ont été inventés pour désigner des objets, des représentations, des vécus, des processus, des actions, des images, des formes qui soit n'existaient pas, soit étaient négligées auparavant. D'autres mots ont changé de signification. D'abus à vogue, ce dictionnaire du temps présent définit de manière raisonnée et critique 445 termes qui configurent nos discours et nos représentations du monde de 1960 à nos jours. Face à un pléthore d'informations qui contribuent à rendre notre monde opaque au lieu de l'éclairer, à lui retirer du sens au lieu de lui en donner, ce dictionnaire a pour ambition de constituer à la fois un répertoire et un guide. Yves-Charles Zarka est philosophe, professeur émérite à l'Université de Paris et à l'Université de Pékin. Il enseigne également à l'Université Ca' Foscari de Venise et à l'Université La Sapienza de Rome, ainsi que dans plusieurs autres universités à travers le monde. Il est fondateur et directeur de la revue Cité. Il est l'auteur d'un grand nombre d'ouvrages d'histoire et de philosophie politique. Christian Godin, professeur émérite de philosophie, est l'auteur d'une cinquantaine d'ouvrages, donc un dictionnaire de philosophie, un dictionnaire de culture générale, idées contemporaines et une encyclopédie conceptuelle et thématique de la philosophie consultable en ligne. Après ce premier morceau de musique, je vous lirai quelques mots de cette nouvelle langue qui exprime de nouvelles idées et domaines de l'activité humaine réunis selon une nomenclature d'importance variable, fournissant sur chaque mot un certain nombre d'informations relatives à son sens et à son emploi. Oui, ça tourne dans ma tête, évidemment. Mais le premier mot que je vais vous lire, c'est anthropocène. C'est-à-dire qu'on en a entendu parler partout, et puis en fait, moi-même, je n'étais pas très au clair. Donc, je vais vous le lire. Ces dernières années, ce terme est devenu familier dans la littérature scientifique au point d'être l'éponyme d'une revue anthropocène créée en 2013. On en trouve la trace dès les années 1990 et on pourrait en chercher la genèse dans la notion de noosphère promue par le minéralogiste Vladimir Verdansky et par Teilhard de Chardin. Mais ce sont les prix Nobel Paul Crutzen et Eugène Sturmer qui l'ont formellement proposé en 2000 pour désigner l'époque géologique contemporaine, caractérisée par une influence croissante de l'humanité sur son environnement, concomitamment à l'explosion démographique de notre espèce. Selon l'acceptation qu'ils ont alors donnée à ce terme, cette époque a succédé à l'Holocène, à la fin du XVIIIe siècle, une période correspondant à l'invention du moteur à vapeur par James Watt en 1784 et au début de la révolution industrielle en Europe.
Les effets anthropiques sur la nature sont alors devenus tout à la fois intenses et étendus à toutes les régions du monde. Il y en a en premier lieu la transformation des sols, érodés et artificialisés. Donc l'évidence stratigraphique pourrait légitimer à elle seule l'invention de la nouvelle ère géologique. Mais il y a aussi la pollution, l'acidification des océans, la perturbation du cycle des éléments, l'augmentation dans l'atmosphère de la concentration en CO2, N2O, CH4, le changement climatique, la déforestation, l'attrition prononcée des forêts tropicales, la domestication des plantes et des animaux, l'extension de nombreuses espèces vivantes, etc. Si la notion a été jugée très vite utile par la communauté scientifique, un débat s'est aussitôt ouvert sur l'étendue de l'époque à considérer et la nature des phénomènes recouverts par cette notion. Les changements apportés par les êtres humains à leur biosphère n'ont-ils pas été marquants avant la fin du XVIIIe siècle, comme le soutiennent de nombreux archéologues et anthropologues? Faut-il remonter plus loin encore à l'Holocène, voire à la frontière Pléistocène-Holocène il y a 11 500 ans? Ou, inversement, doit-on considérer que l'Anthropocène a débuté plus tardivement avec la maîtrise de l'énergie nucléaire qui, pour la première fois, permet à notre espèce d'envisager la destruction d'une grande partie du monde vivant, humanité comprise? Pour certains, la notion d'Anthropocène ne se résume pas à l'altération profonde des écosystèmes par les activités humaines. Le terme peut désigner aussi la capacité qu'a Homo sapiens de modifier sa propre nature grâce à de nouveaux savoirs et de nouvelles techniques. Human Genome Project, thérapie génique, ingénierie génétique, genetic screening de nouveau-nés, eugénisme, au point de favoriser un relâchement de la pression sélective sur notre espèce, la possibilité que cette dernière soit complètement transformée dans le futur n'étant pas exclue par les théoriciens du trans- et post-humanisme. En 2016, le 35e Congrès international de géologie réuni au Cap a permis une avancée significative dans ce débat en approuvant le constat fait par le groupe de travail mis en place en 2009 par l'International Commission en stratigraphie d'une grande accélération et même d'une rupture au-dessus des années 1950 dans la transformation pour l'être humain de son environnement. Les effets de l'activité humaine ne sont désormais plus cantonnés à des écosystèmes particuliers, mais s'exercent à l'échelle globale de la planète, à la fois dans l'atmosphère, l'hydrosphère, la cryosphère, la biosphère et même la lithosphère. Par conséquent, on a conclu, les participants au congrès, l'Anthropocène doit être considéré comme une époque pertinente à l'échelle des temps géologiques. C'est bientôt fini, mais on apprend beaucoup de choses. Des travaux sont en cours afin de déterminer les modalités de formalisation de cette époque. La difficulté est de référer l'époque à un point stratotypique mondial, Global Boundary Stereotype Section and Point, mon anglais est fantastique, c'est-à-dire à des strates géologiques dont les caractéristiques, par exemple présence de radionucléides, de particules de plastique, permettront de distinguer nettement Holocène et Anthropocène. Quels que soient les résultats de ces travaux, les problématiques associées à ce terme invitent à des recherches interdisciplinaires dans lesquelles les sciences humaines et sociales ont leur mot à dire, ne serait-ce que parce que l'Anthropocène, parfois appelé l'âge de l'homme, soulève de nombreuses questions d'éthique, notamment celle de savoir si l'être humain doit se donner des limites dans sa capacité d'agir sur la nature et sur sa nature. Les temps changent. Non, je me laisse déborder. Les temps changent, oui. Le terme qui vient d'arriver, c'est la bioéthique. En fait, c'est un terme apparu en 1971 en anglais, bioéthique, pour désigner l'ensemble des réflexions éthiques concernant l'existence biologique de l'être humain. Depuis sa conception jusqu'à sa mort, en passant par les maladies, les incapacités et les soins qui y sont rapportés. Prise comme synonyme d'éthique médicale, la bioéthique remplace la traditionnelle déontologie médicale avec cette différence qu'elle concerne l'ensemble de la société et pas seulement la profession médicale.
Ce sont les innovations de la biotechnologie qui ont conditionné l'émergence de cette discipline nouvelle, car elles ont permis sur la naissance, la maladie et la mort une maîtrise inédite. Désormais, la volonté humaine a pris la place de ce qui jadis était rapporté à la providence ou à la nature. Les controverses et débats opposent, comme dans tous les autres domaines de l'éthique et de la morale, les principalistes qui fondent les obligations et les interdits sur des valeurs inaliénables, par exemple condamnation absolue du clonage reproductif au nom de la dignité, et les conséquentialistes d'inspiration utilitariste qui jugent la valeur éthique d'une action en fonction de ses résultats majoritairement bénéfique, elle est acceptée, majoritairement néfaste, elle est rejetée. En France, un comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, CCNE, a été créé en 1983 après la naissance l'année précédente du premier bébé conçu par éprouvette, dans ce pays. Évidemment, en Suisse, il y a aussi un comité de bioéthique. Vous avez un blog? Oui, on parle du blog. Le mot blog est un anglicisme, pouvant être francisé en blog avec le final, né de la contraction de l'expression weblog que l'on peut traduire par journal de bord sur le web. Il désigne un type de site web dont la particularité réside dans la grande facilité de publication qu'il offre à tout internaute. Aucun prérequis en informatique n'est nécessaire pour s'en servir. Il peut s'agir d'un outil de publication en ligne utilisé aussi bien par des amateurs que par des professionnels. Cette activité est désignée par l'anglicisme blogging et ses articles dénommés billets. La présentation du contenu, quelle que soit la forme, texte, photo, dessin, vidéo, etc., se fait de façon antéchronologique, c'est-à-dire du plus récent au plus ancien. Chaque billet est horodaté et signé par un auteur unique, en général clairement identifié, même s'il demeure anonyme, et le plus souvent enrichi de liens hypertextes. Il est possible de taguer les billets de mots-clés afin de les classer. Les archives sont aisément consultables, disposées sous forme calendaire et ou sous forme de tags. Au blog proprement dit est adjoint en général dans une colonne latérale un blogroll qui comprend l'ensemble des blogs amis accessibles via des liens hypertextes. Le lecteur peut s'abonner à un flux RSS pour suivre les actualisations du blog sans s'y rendre via un logiciel appelé agrégateur. Les premiers blogs sont apparus au Canada à la fin des années 1990. Ils se composaient de listes de liens commentés. Puis apparurent diverses sortes de journaux personnels publiés sur le web. Des blogs de toute nature se sont ensuite développés qui traitent de la vie intime de leur auteur, de politique ou de tout autre sujet. Média personnel par excellence, même s'il peut être alimenté par plusieurs personnes, le blog permet une grande liberté éditoriale, sans contrôle a priori, et une grande capacité d'interaction en temps réel avec le lectorat. La plupart des blogs permettent en effet de réagir à chaque billet publié via des commentaires, créant une sorte de forum permanent. Les blogs représentent un nouveau moyen de diffuser de l'information, non plus de façon verticale, comme avec un journal qui fait comme une leçon à ses lecteurs, auditeurs ou téléspectateurs, mais de façon horizontale sous la forme d'une grande conversation. Blogueur est le nom utilisé pour désigner le propriétaire ou le rédacteur d'un blog. Les auteurs en ligne construisent à partir de textes, des liens hypertextes et de contenus multimédia le contenu de leur blog, au sein duquel ils expriment des points de vue et partagent leur opinion et leur passion auprès de lecteurs. Ces derniers ont également la possibilité d'intervenir dans les espaces de commentaires pour réagir et interagir avec l'auteur ou d'autres. Une majorité des utilisateurs qui disposent de cet outil l'utilisent à des fins de construction d'identité en ligne et d'autoreprésentation. On appelle blogolist ou blogroll en anglais une liste de liens dite permaliens, souvent présente au sein de blogs pour recommander d'autres blogs amis ou à consulter. Il est ainsi possible de naviguer dans la blogosphère personnelle du blogueur et de découvrir d'autres blogs reliés en cliquant directement sur les liens de la blogoliste.
Quant à la blogosphère, c'est un terme utilisé pour désigner un ensemble de blogs en tant qu'agrégat de blogs. Cette dernière peut être organisée par langue, par thématique, par univers de prédilection. Par exemple, au sein de la blogosphère française, nous pouvons avoir une blogosphère politique et une blogosphère cuisine qui cohabitent et appartiennent à l'ensemble de la blogosphère francophone. Et il y a un mot très court d'explication, mais ça valait vraiment la peine de le sortir, c'est buzz. En fait, le mot anglais buzz signifie bourdonnement ou ramdam. Dans la terminologie particulière du marketing, il désigne le bruit généré autour d'une question ou d'un événement qui est devenu un sujet de conversation. Et il est passé en français avec ce sens particulier. La création du buzz s'appuie sur des techniques qui visent à faire émerger et circuler une information de pair à pair par l'effet du bouche à oreille. Je réclame de la culture et des baisers toujours, bien sûr. Mais le prochain mot, c'est cancel culture. On l'entend partout et on ne sait pas qu'est-ce que c'est. C'est une expression anglaise dont l'équivalent français serait culture de l'annulation. Manifestation de ce que ses adversaires appellent politiquement correct. Elle est apparue aux États-Unis à la fin des années 2010. Elle est une forme contemporaine d'ostracisme qui vise à priver des individus, des communautés, des personnes morales du droit à s'exprimer publiquement parce qu'ils soutiennent ou sont censés soutenir des positions contraires aux requis d'égalité de race ou de genre. La cancel culture pratique une peine de mort symbolique qui frappe non seulement les manifestations présentes, mais aussi les œuvres du passé. En fait, on pourrait dire politiquement correct. Il y a aussi le wok, on va en parler plus tard. Radio sans chaîne, la radio qui donne la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas. Évidemment, elle fait partie aussi de la fondation Carrefour Rue et Koulou, qui s'occupe des sans-abri, des personnes démunies. Et alors, il fallait bien que je sorte l'article SDF sans domicile fixe. Depuis les années 1980, le terme sans domicile fixe est utilisé pour désigner les personnes pauvres dépourvues de logement. Auparavant, l'administration l'utilisait dans un tout autre sens. La loi de 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes désignait comme telles les personnes logeant de façon permanente dans un habitat mobile. Étaient donc concernés les forains et ceux qu'on appelle désormais les gens du voyage. L'expression sans domicile fixe est utilisée pour la première fois dans son acceptation contemporaine en 1983 dans une note du Bureau d'aide sociale de Paris et apparaît ensuite dans la presse à partir de 1985. Son usage se généralise dans les années 1990, 90 pour les Français. Durant cette période, l'extrême pauvreté apparaît en effet sur le devant de la scène avec la création du SAMU social. Unanimement utilisé comme synonyme de sans-abri ou de sans-logis, ou encore pour remplacer le terme dépréciatif de clochard, l'expression de sans domicile fixe est passée dans le langage courant, mais elle a ses limites. Si elle définit en effet assez bien la situation des gens du voyage, puisque ceux-ci disposent d'un domicile mobile, elle décrit mal la condition de ceux qui ne disposent d'aucun domicile, ni fixe, ni mobile. La notion de SDF recouvre de plus une réalité aussi floue qu'incertaine. Elle s'applique sans aucun doute aux personnes qui dorment dehors, mais qu'en est-il de celles qui dorment dans des logements de fortune, dans des squats, dans des centres d'hébergement d'urgence ? Et que dire de tous ces jeunes qui, dépourvus de logement, dorment une nuit chez un ami, une nuit chez un autre ? Certes, certains organismes de recherche s'efforcent de donner une définition plus précise du terme. Ainsi, l'INED et l'INSEE, en France, définissent comme sans domicile les personnes adultes qui ont recours au moins une fois dans le mois précédant l'enquête aux services spécifiques implantés dans les agglomérations de 20 000 habitants ou plus. Mais cette définition est elle aussi contestable car elle exclut les nombreux sans-abri qui n'ont recours à aucun des services proposés. De fait, les personnes désignées comme SDF constituent une population très hétérogène.
Quoi de commun en effet avec un étranger en situation irrégulière, un travailleur pauvre, un jeune toxicomane en rupture de ban, un schizophrène fuyant famille et institution, un chômeur de longue durée et un alcoolique sans emploi? C'est pourquoi nombreux sont les acteurs de l'action sociale qui refusent d'utiliser une étiquette qu'ils jugent vide de sens et stigmatisante. Au sein de l'association Les Compagnons de la Nuit, on appelle ironiquement ADF, avec domicile fixe, les personnes possédant un logement afin de montrer combien, dans un cas comme dans l'autre, l'acronyme dit fort peu de choses des personnes qu'il désigne. Certains chercheurs prolongent et radicalisent cette critique. Selon Daniel Terol et Patrick Brunetto, l'expression sans domicile fixe permet de masquer la violence des rapports sociaux. Comme d'autres expressions telles que jeune en errance, précaire ou encore mal logé, le terme SDF contribue à dénier le fait de la domination sociale car uniquement défini par le préfixe privatif sans. La situation de ces personnes n'est plus pensée qu'au travers d'un manque qui équivaut à une stigmatisation. Le caractère approximatif de la notion de sans domicile fixe n'est-il pas en définitive révélateur de la difficulté à penser une misère que l'on ne veut plus désigner comme telle? Je réclame toujours de la culture et des baisers, mais aussi le courage de la nuance. C'est pour ça que j'ai choisi théorie du complot. Il fallait quand même qu'on connaisse un petit peu qu'est-ce que ça veut vraiment dire. Comme toutes les expressions à la fois descriptives et évaluatives, celle-ci qui comporte une évidente charge de condamnation est loin de faire consensus. La tentation est grande de stigmatiser avec cette expression des questionnements légitimes et des hypothèses raisonnables, de manipulation donc de l'information. Cependant, la plupart des chercheurs s'accordent pour définir les théories du complot comme des constructions historiques alternatives interprétant des pans entiers de l'histoire, voire sa totalité, et le fonctionnement des sociétés comme la réalisation d'un projet concerté secrètement par un petit groupe d'individus puissants et sans scrupules. Le complotisme se distingue du conspirationnisme par l'ampleur du champ de l'activité qu'il prétend dénoncer. Alors que la conspiration a un objet déterminé, comme l'assassinat d'un chef d'État ou le renversement du gouvernement, et s'éteint une fois l'objectif atteint, le complot a une finalité beaucoup plus large. C'est la domination du monde, par exemple, et est sans cesse relancée par les événements. L'explication des phénomènes sociaux par l'action de groupes secrets peut être considérée comme un produit caractéristique du processus de sécularisation des superstitions religieuses. L'essai de l'abbé Baruel, Mémoire pour servir à l'histoire du jacobinisme 1799, qui interprète la Révolution comme le résultat d'un complot maçonnique fomenté afin de détruire le christianisme, est considéré comme la première expression historique de la théorie du complot. Le complotisme est une espèce de conception fantasmatique de l'histoire dans laquelle la providence divine a été remplacée par la volonté malveillante d'une poignée d'individus, les francs-maçons, les juifs, les capitalistes, la CIA, etc., qui pilotent tous les événements significatifs du monde. Les complotistes ne croient ni à la causalité naturelle ni au hasard. Pour eux, tout concorde. Ceux qui sont censés savoir ne sont pas dupes de la version officielle, précisément émanée de ceux qui œuvrent dans le secret. Hitler disait que la meilleure preuve de l'authenticité des protocoles des sages de Sion, un faux antisémite concocté par la police du tsar, c'était que les Juifs n'y croyaient pas. La complotisme ne met pas seulement en jeu et en doute la valeur de vérité des discours, il met en crise le réel lui-même qu'il frappe de déni, en quoi il a partie liée avec le négationnisme. Avec l'événement du Web 2, au début des années 2000, le complotisme a trouvé son support technologique idéal en tant qu'espace communicationnel libre, du moins dans les pays démocratiques. Internet permet la diffusion sans contrôle a priori de toutes les idées possibles. Les informations vraies, fausses, douteuses et délirantes se retrouvent ainsi placées sur le même plan. Ainsi, une théorie du complot, restée jusqu'alors assez confidentielle, peut-elle rencontrer une audience considérable.
Par ailleurs, le web assure la pérennité des légendes complotistes car dès lors qu'elles y sont formalisées, elles y demeurent. Et leur réplication sur une multitude de sites leur conférera une apparence de validité. En outre, la disponibilité et la permanence de l'information sur le web autorisent une mutualisation des arguments de la croyance. La multitude des pseudo-arguments qui s'empilent sur la toile grâce à la technique du copier-coller finit par constituer un millefeuille argumentatif. Donc chaque élément est d'une faiblesse insigne, mais dont l'ensemble impressionne l'internaute naïf. Indignés par ceux qui croient avoir découvert, les complotistes sont plus motivés que les autres internautes pour diffuser leur message. D'où une surprésentation en ligne des idées complotistes, on parle de complosphère. Permettant la mise en évidence aisée de contradictions, de mensonges, voire de désinformation médiatique, le web mine la légitimité des autorités de savoir, universités, communautés scientifiques, agences gouvernementales, médias traditionnels, raison pour laquelle le complotisme, très présent dans les manifestations des Gilets jaunes en France en 2019-2020 et dans les manifestations anti-pass sanitaire et anti-vaccin de 2021-2022, possède une dimension politique essentielle. C'est pourquoi je dis le courage de la nuance, je réclame toujours de la culture et des baisers. Vous êtes sur Radio Sans-Chaîne, la radio qui donne la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas.